Bonjour donc pour cette troisième vidéo concernant les machines thermiques. Bien plus précisément, c'est une machine thermique ditherme, c'est-à-dire en utilisant deux sources de chaleur. Donc ce qu'il faut savoir ici pour entamer ce cours, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire depuis la notion d'entropie, le deuxième principe de la thermodynamique, le premier principe de la thermodynamique, et essentiellement la notion du travail et de chaleur. Donc il est nécessaire de savoir comment calculer leur expression suivant les différentes transformations qu'on a vues, afin donc de calculer par exemple le rendement des machines thermiques, ou bien pour étudier le fonctionnement des différentes machines. Donc une machine thermique tout simplement c'est quoi? C'est un dispositif effectuant des transformations cycliques. Donc toutes les machines thermiques ou bien toutes les machines, ou le moteur effectuent des transformations cycliques et permettent de transformer soit la chaleur en travail ou inversement, ça veut dire le travail en chaleur. Il fonctionne continuellement au régime permanent avec des cycles qui peuvent être considérés par exemple comme réversibles. Concernant les machines idéales, ça veut dire que c'est la modélisation des machines idéales, ou bien ce qu'on appelle la machine de Carnot. Donc la machine de Carnot, tout simplement, c'est constitué des cycles réversibles et fournit le rendement maximal qu'une machine peut avoir. Et normalement, les machines réelles, elles sont présentées par des cycles irréversibles. Maintenant, pour classifier les machines, on peut les classifier selon deux catégories. Il y a ceux, ou bien, qui reçoivent du travail mécanique de l'extérieur, ce qu'on appelle les machines thermiques ou les machines dynamothermiques, comme l'exemple de réfrigérateurs et les pompes à chaleur. Donc ils ont besoin du travail pour fonctionner. Donc si au contraire, le système fournit un travail, donc ce qu'on appelle les moteurs thermiques. Donc les moteurs thermiques, ils fournissent un travail. Donc c'est comme le cas de moteurs de voiture ou bien les centrales électriques. Concernant le champ des signes, on se donne toujours comme convention, tout ce qui coûte au système est négatif et tout ce qui lui rapporte est positif. Donc si la machine reçoit du travail, donc le travail il est positif, dans le cas par exemple des machines thermiques, comme le réfrigérateur, la pompe à chaleur, le climatiseur, ils ont besoin du travail, donc ils reçoivent du travail, donc le travail il est compté positif. Ils donnent donc de la chaleur Q, puis ici ils donnent de la chaleur, donc Q il est négatif. Et inversement, donc si la machine reçoit de la chaleur, et si donc la chaleur Q est supérieure à 0. Si par exemple il cède du travail, donc le travail est négatif, c'est le cas des moteurs thermiques. Donc le moteur thermique, il fournit du travail, ça veut dire il va céder du travail. Finalement, le travail pour un cycle d'un moteur thermique, il est inférieur à 0. Ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi la définition d'une source de chaleur. Donc une source de chaleur à la température T, donc est un corps capable de céder ou d'absorber de la chaleur sans variation de sa température, comme exemple un lac ou un fleuve, ou l'atmosphère tout simplement, qui a l'air ambiant. Donc l'atmosphère, sa température ne change pas, il a des capacités thermiques infinies, donc l'atmosphère c'est une source de chaleur. Pour faire ça, on peut définir aussi les cycles dithermes. C'est un cycle au cours dans lequel le système va échanger de la chaleur avec deux sources de chaleur de température constante, ils sont différentes, T1 et T2. Donc le moteur ditherme tout simplement est un moteur minimal qui échange la chaleur entre deux sources. Cet échange de chaleur permettra donc de perdre du travail, c'est-à-dire de l'énergie motrice fournie à l'extérieur. Là on parle du moteur, pas une machine thermique. Donc le moteur thermique, on a dit l'objectif c'est de fournir un travail. Donc ces moteurs, ils vont, puisqu'on a dit ils perdent du travail, c'est-à-dire c'est le système, il va perdre de l'énergie, il va perdre du travail. Mais normalement l'objectif c'est de fournir un travail à l'extérieur. Donc il fournir à l'énergie motrice à l'extérieur. Et maintenant, nous avons ici une équation, bien une égalité qui est essentielle pour la compréhension des machines thermiques, ce qu'on appelle une égalité de Clausius. Donc, prenons par exemple un cycle ditherme quelconque, donc ici réalisé entre trois étapes. Vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Réalisé entre deux températures extrêmes, T1 et T2, fournies par deux sources, où il y a bien deux thermostats. On remarque ici qu'entre l'état 1 et l'état 2, le système il est en contact avec la source chaude. Automatiquement, il va recevoir une quantité de chaleur Q2. Donc Q2 est supérieur à 0. Puis on va isoler le système. Là, il n'y a aucun contact avec le système et n'importe quelle source de chaleur. Donc Q est égal à 0. Il n'y a pas d'échange de chaleur. On peut dire que la transformation de 3 est adiabatique. Puis, à partir au moment, c'est-à-dire à l'étape 3, on va mettre en contact le système avec la source froide. Donc le système va céder de la chaleur, va céder Q1 à la source froide. Donc Q1 ici est négatif. Maintenant, si on applique le deuxième principe, par exemple, entre l'état 1 et les 2, c'est la variation d'entropie entre l'état 1 et l'état 2 est égale, ou bien supérieure ou égale ici. Q2, c'est la quantité de chaleur échangée. Sur T2, c'est la température de contact. Ça, c'est l'entropie échangée.
Donc delta S12, il est supérieur ou égal à l'entropie échangée. On a dit si, ici, ça veut dire si vous avez égalité ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entropie créée. Ça veut dire que delta S12 est égal à Q2 sur T2. Mais sur un cas irréversible, on a le delta S12 est supérieur ou est égal à Q2 sur T2. Parce que l'entropie créée, elle est supérieure à 0. Donc entre les deux, l'état 2 et l'état 3, donc la variation d'entropie est nulle. Et entre l'état 1 et l'état 3 et l'état 1, donc la variation d'entropie, il est supérieur ou égal à la quantité de chaleur échangée ici. Le système maintenant il est en contact avec la source froide, donc c'est Q1 sur T1, c'est la température des contacts. Et donc pour un cycle, on sait que S, si une fonction de taille dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Alors on remarque bien pendant un cycle, l'état initial est égal à l'état final, donc delta S cycle est égal à 0. Et delta S cycle est égal à delta S12 plus delta S23 plus delta S3 est égal à 0. Finalement, delta S23 est égal à 0. On peut écrire que Q1 plus sur T1 plus Q2 sur T2, il est inférieur ou égal à 0. Donc on aura ça, c'est l'inégalité de Clausius. Ça, il faut le savoir. Donc il faut savoir aussi d'où ça vient. Maintenant, cette inégalité, il devient égalité quand? Il devient égalité quand on a une transformation réversible. Quand on a une transformation réversible, vous avez ici la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée. Ici, la variation d'entropie est égale à l'entropie échangée avec la source froide. Donc vous avez Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0. Et sinon, si on a un cas irréversible, ou une transformation, un cycle irréversible, donc vous avez ici, normalement, vous devez avoir cette somme-là, elle est strictement inférieure à 0. Donc le 0 ici, ça vient de delta S cycle, parce que delta S cycle, on a dit, est égal à 0. Et donc, pour généraliser, donc, si le système est mis en contact avec une source de chaleur, et s'il reçoit de la IM source, une quantité de chaleur cueillie, on peut écrire que la somme des chaleurs échangées sur la température des différentes sources, il est inférieur ou égal à delta S. Donc, si on travaille sur un cycle, donc vous avez delta S est égal à 0. Ça veut dire que vous aurez cette somme, il est inférieur ou est égal à 0. Et donc, par conséquent, un moteur thermique absorbe forcément de son énergie de la source chaude. Par exemple, ici, il va absorber Q2, rejette forcément une partie de cette énergie vers la source froide. Donc, la différence est égale au travail total qu'il restitue sur un cycle. Par exemple, si on applique le premier principe sur ce cycle, on a c'est quoi le premier principe? C'est la variation de l'énergie interne est égale le travail échangé plus la quantité de chaleur échangée est nul. Parce qu'on travaille sur un cycle. On dit U, c'est une fonction d'état. Il dépend uniquement de l'état initial et l'état final. Ça veut dire delta U est égal à 0. Donc finalement, vous avez le travail est égal moins la chaleur. Il faut savoir ici que ici on a un cycle moteur. Si vous regardez les flèches, ils sont dans le sens horaire de parcours. Donc ici, vous avez un cycle moteur. Si vous avez le sens inverse, ça veut dire vous avez 3, 2, 1 et 3. Là, vous avez un cycle résistant. Comme par exemple la climatiseur ou machine frigorifique ou bien les pompes à chaleur. Là, on a fonctionnement moteur. Donc si on applique le deuxième principe, pour un cycle réversible, donc si on fait un cycle réversible, ça veut dire ici, vous avez égalité ici. On obtient l'égalité de Clausius. Donc on peut écrire que Q1 est égal à moins T1 sur T2 fois Q2. Finalement, on trouve le travail est égal à Q2 fois T1 sur T2 moins 1. Donc T1, c'est la température de la source froide. T2, c'est la température de la source chaude. Donc T1 sur T2, il est inférieur à 1. Finalement, le rendement ici, il est inférieur, ça veut dire le coefficient ici, il est inférieur à 1. Ça veut dire que le travail ne pourra malheureusement jamais être égal à la somme de chaleur absorbée. Donc le rendement ne sera jamais à 100%. Donc si la chaleur est absorbée à un moment dans le cycle, une partie sera forcément perdue à un moment ou à un autre dans le cycle. Donc ici par exemple T1 est égal à T2, ici, ça veut dire qu'on a une seule source de chaleur. Et c'est impossible de fournir un travail s'il y a une seule source de chaleur. D'après Kelvin, on a besoin de 2 sources au minimum. Donc le moteur minimum, il est en contact avec 2 sources de chaleur. Maintenant, on va voir les différentes représentations. D'abord, on va commencer par la représentation dans le diagramme entropique. Donc entropique, ça veut dire c'est la température en fonction de l'entropie. Donc si le cycle est réversible, alors on peut écrire delta Q est égal à T fois ds. Donc l'entropie créée, elle est nulle parce qu'un travail c'est irréversible. Donc l'air sur la courbe représente la chaleur transférée entre les deux points considérés. Ça veut dire, vous avez l'état A, l'état B. Donc cet air ici, ça représente la chaleur transférée entre les deux points ici. Ça veut dire ici, c'est la chaleur reçue par l'extérieur. Ici, si vous avez les flèches de B vers A, c'est la chaleur, la chaleur cédée à l'extérieur. Et si vous avez un cycle, donc ici, vous avez, c'est la chaleur totale transférée lors d'un cycle. Et aussi, c'est le travail.
Parce que on sait bien que la variation de l'énergie interne sur un cycle est nulle. Donc le travail est également la chaleur. Donc ça aussi, ça représente le travail. Donc ça veut dire on peut appliquer ça seulement pour un cycle réversible. Pour un cycle non réversible, on ne peut pas calculer delta Q. Donc ça, c'est-à-dire on peut réaliser les diagrammes anthropiques ici, dans ce cas, ou bien considérer que ça, c'est la chaleur transférée seulement pour un cycle réversible. Donc par contre, on fait la même chose pour le travail. On va faire le diagramme de Clapeyron, ça veut dire la pression en fonction du volume. Donc le travail mécanique, il s'écrit de la variation élémentaire du travail est égal à moins P fois dV. Donc le travail reçu ou fourni par un cycle sera l'air enfermé par le cycle, qu'il soit réversible ou pas. Donc c'est ça ici. Par exemple ici, entre l'état 1 et l'état 2, vous voyez la flèche qui va vers le 1 vers le 2. L'air qui est ici, c'est le travail. Donc c'est le travail reçu de l'extérieur. Si on va vers l'état 1 et l'état 2, vous avez l'air toujours la même air ici, mais l'air ici, normalement, si vous calculez le travail, il sera négatif. Donc c'est l'air cédé à l'extérieur, et ça c'est l'air fourni reçu par le système. Donc pour un cycle, normalement dans les machines dithermes ou bien les machines thermiques, on travaille sur des cycles. Donc on a différents cycles. On a un cycle résistant, un cycle moteur. Donc un cycle moteur, lorsqu'on a le travail, il est négatif. Donc le travail est négatif, ça veut dire que le système il va céder du travail à l'extérieur. C'est pour ça qu'on appelle cycle moteur. Ça veut dire qu'on va fournir un travail. Donc les sens des flèches ici, ils sont dans le sens horaire de parcours, comme l'exemple ici. Ici, vous voyez les flèches, ils sont dans le sens horaire de parcours. On voit de 1, A, 2, B et 1. Donc ce cycle-là, c'est un cycle moteur. Donc ça veut dire que ce cycle va fournir du travail à l'extérieur. Maintenant, si au contraire, on a les flèches sont dans le sens trigonométrique de parcours, ça veut dire l'inverse. On va faire 1B, ça veut dire les flèches suivent 1B, 2, A et 1. Donc on a le sens trigonométrique de parcours. On appelle le cycle résistant. Donc c'est le cas de machines réceptrices. Toutes les machines réceptrices, que ce soit machine frigorifique ou bien pompe à chaleur ou bien le climatiseur. Donc toutes les machines réceptrices, ils ont besoin du travail pour effectuer différents processus pour fonctionner. Contrairement donc dans le cas des moteurs, donc le but du moteur c'est de fournir un travail. Donc W ou bien le travail pendant un cycle, ou bien le travail net, il doit être inférieur à 0. Donc ça c'est par convention. Maintenant, on a vu il y a deux formes de machines, il y a la machine motrice et la machine réceptrice. Donc là on va commencer par les machines motrices, ça veut dire le moteur. Leur but c'est quoi? C'est tout simplement de fournir un travail au milieu extérieur en empruntant une quantité de chaleur de la source chaude et en restituant obligatoirement une partie de la chaleur à la source froide. Donc là, voilà notre système thermodynamique, c'est une machine ditherme. Donc il va recevoir une partie ou bien une quantité de chaleur de la source chaude. Il va céder une partie à l'extérieur sous forme d'un travail et céder une partie d'énergie à la source froide. Donc finalement, le système reçoit QC, donc QC est positif et les comptés positifs. Le système va céder ou bien fournir du travail, donc le travail il doit être négatif. Il va aussi céder de la chaleur à la source froide, donc IF il est négatif. Et donc pour calculer le rendement ou bien l'efficacité, on parle de rendement quand on a des moteurs, on parle d'efficacité si on a les pompes à chaleur ou bien une machine réceptrice tout court. Maintenant on est dans le cas de moteur, c'est-à-dire on parle de rendement. Le rendement il est toujours compris entre 0 et 1, c'est-à-dire le rendement est supérieur à 0, mais il est inférieur à 1. Mais c'est quoi un rendement ou l'efficacité? C'est tout simplement c'est tout ce qu'on paye, c'est le rapport de tout ce qu'on paye, bien le rapport de tout ce qu'on veut sur tout ce qu'on paye. Ça veut dire c'est le gain sur les dépenses. Ici ce qu'on veut c'est quoi? Dans les moteurs, on veut fournir un travail. Donc ce qu'on veut c'est le travail ici. Ce qu'on paye c'est quoi? On paye cette chaleur, c'est-à-dire on a besoin de cette chaleur pour fonctionner. Sinon ça ne marche pas. Donc ici la source froide il va recevoir ici la source froide on ne va rien gaspiller du tout. Ça veut dire ça c'est des pertes en plus. Donc normalement on va récupérer de la chaleur à partir de la source chaude, il va restituer ou bien fournir un travail, mais il va aussi céder de la chaleur à la source froide. On a besoin de cette source froide, mais c'est des pertes. Donc finalement, ce qu'on a besoin, c'est le travail, mais ce qu'on a dépensé pour l'avoir, c'est QC. Donc le rendement, c'est quoi? C'est le travail sur la quantité de chaleur reçue par le système. Donc c'est W sur QC. On a jeté un signe moins, tout simplement, parce que le travail ici, il est négatif. Parce que le système, il cède du travail, donc le travail est négatif. Normalement, le rendement il doit être positif. Ou bien on peut écrire tout simplement le rendement est égal à la valeur absolue du travail net, ou bien le travail c'est un cycle, ou bien le travail fourni sur la quantité de chaleur reçue.
Ici, nous avons QC, il est reçu par la source chaude. Donc on applique le premier principe, on obtient que, on a vu ça, que le travail est égal moins la chaleur. Donc le rendement, on peut l'exprimer, est égal à 1 plus QF sur QC. Donc le rendement est inférieur à 1, il est aussi supérieur à 0. Maintenant pour les machines, thermiques acceptrices, on a deux types. On a les machines frigorifiques, ça veut dire qui sert à refroidir une enceinte. Bien, ça veut dire refroidir une chambre, comme dans le cas des climatiseurs, ou bien refroidir l'enceinte à l'intérieur du réfrigérateur. Ou bien on a aussi les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur se permettent de chauffer l'enceinte, ça veut dire on chauffer la chambre, on chauffer une pièce, chauffer n'importe quelle pièce par exemple. Donc c'est des machines réceptrices. Ils ont le même principe. Donc on commence par les machines frigorifiques. Son rôle donc est d'extraire une quantité de chaleur QF de la source froide en recevant un travail au milieu extérieur et en fournissant une quantité de chaleur à la source chaude. Normalement ici vous avez toujours le moteur thermique d'iterme. Donc on a besoin pour les machines frigorifiques. Donc on a besoin d'extraire pour l'objectif c'est quoi? C'est refroidir l'enceinte. C'est-à-dire si on prend l'exemple de réfrigérateur, l'objectif c'est quoi? C'est refroidir ce qui est à l'intérieur du réfrigérateur. Donc pour le refroidir, on va extraire de la chaleur à partir de son enceinte. C'est-à-dire en prenant de la chaleur à partir de son enceinte, la température va diminuer forcément. Finalement, on va céder cette chaleur, on va céder la chaleur à la source chaude. La source chaude, dans le cas du réfrigérateur, c'est quoi? C'est tout simplement l'air ambiant, ça veut dire l'atmosphère. Si vous regardez à l'arrière du réfrigérateur, vous avez une grille. Donc cette grille, il va changer de la chaleur avec l'extérieur. Si vous approchez votre main, il ne faut pas toucher la grille, mais si vous rapprochez votre main à côté de la grille, vous sentez la chaleur, vous sentez la température augmenter. Donc ça, c'est la chaleur qui a été cédée par le moteur thermique. Donc on va pomper de la chaleur de la source froide et on va céder cette chaleur, on va céder de la chaleur à la source chaude. Et donc pour réaliser ce processus, on a besoin du travail, de l'extérieur. Donc le système, cette fois, il va recevoir du travail pour effectuer ce processus. Parce que d'après l'énoncé de Clausius, on l'avait vu ça, on l'a démontré aussi dans le chapitre précédent, c'est qu'il est impossible qu'une quantité de chaleur passe gratuitement de la source froide vers la source chaude. Là, ce qui est le cas. Mais pour avoir ce processus, il faut un apport du travail. Donc, on reçoit une quantité de chaleur qui est F de la source froide. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, il faut pomper de la chaleur pour refroidir. Donc, l'objectif, c'est refroidir la source froide. Pour la refroidir, il faut extraire de la chaleur QF. Donc, notre objectif, c'est extraire QF. Donc, puisque le système extrait de la chaleur, bien reçoit de la chaleur QF de la source froide, donc QF est positif. Le système, pour réaliser ce processus, il a besoin du travail. Donc, le système reçoit un travail. Donc, le travail, il est positif. Et finalement, cette chaleur, elle va être cédée à la source chaude. Donc, le système va céder la chaleur à la source chaude. Donc, QC, il est négatif. Donc, en appliquant le premier principe, on peut toujours écrire le travail est égal moins la chaleur. Et d'après le second principe, pour un cycle d'iterme, on obtient l'égalité de Clausius. Donc là, vous avez égalité de Clausius. Donc finalement, la valeur absolue de QC, parce que QC est négatif, donc la valeur absolue de QC est égale TC sur TF fois QF, qui est supérieur à QF. Pourquoi? Parce que tout simplement, la température du corps chaud, elle est supérieure à la température du corps froid. Donc on a QF supérieur à 0, on a QC inférieur à 0, on a ça, QC, ou bien la valeur absolue de QC supérieure à QF. Donc en écrivant le travail ici, le travail est égal moins la chaleur, donc il doit être supérieur à 0. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de QC est supérieure à QF. Donc QC plus QF, il doit être inférieur à 0. Parce que QC est négatif. Donc avec le signe moins, donc le travail est positif. Donc ce cycle ne peut que recevoir du travail. Donc pour réaliser ce processus, le système a besoin d'un travail. Donc ce cycle nécessite l'énergie motrice et ne peut donc être parcouru que dans le sens trigonométrique, dans le diagramme de Clapeyron. C'est ce qu'on a vu ça tout à l'heure. Maintenant, pour calculer le rendement, là, on a dit, on ne parle pas de rendement, on parle plutôt d'efficacité, parce que l'efficacité ici, il est supérieur à 1. Bon, ça a été expliqué ça dans le cours, mais bon, dans le rendement, dans le cas des moteurs, on parle de rendement, donc le rendement est toujours inférieur à 1. Le cas d'une machine frigorifique ou bien de pompe à chaleur, bon, toutes les machines thermiques acceptrices, on parle plutôt d'efficacité. Mais ils ont le même principe. Rendement et efficacité, c'est toujours égal le rapport entre ce qu'on veut sur ce qu'on paye. C'est-à-dire entre le gain et les dépenses. Là, ce qu'on veut,
c'est refroidir la source froide. Donc pour refroidir la source froide, on a dit on va extraire la chaleur à partir de cette source. Donc pour le faire, on a besoin du travail. Donc ici, ce qu'on veut, c'est extraire QF. Donc c'est QF. Pour le faire, on a besoin du travail. Donc c'est W. Finalement, E est égal, ou bien l'efficacité est égal QF, c'est W, il est supérieur à 1. Donc si on applique le premier principe, on obtient W est égal moins la chaleur. Donc on obtient cette expression ici. Maintenant, on va passer à la pompe de chaleur. Il a le même principe qu'une machine frigorifique. Donc son rôle est de fournir toujours la chaleur qui est. Là, normalement, le but ici dans la pompe à chaleur, c'est chauffer une pièce, une chambre, n'importe quelle pièce. Donc l'objectif est de chauffer l'enceinte ici. Donc pour le faire, tout à l'heure, pour refroidir, on a extrait de la chaleur à partir du corps froid, ou bien la source froide. Là, ce qu'on va faire ici, on va céder de la chaleur à la source chaude pour la chauffer encore plus. C'est-à-dire pour chauffer la pièce, si vous voulez. Donc pour le faire, c'est le même traitement qu'avant. Donc on va récupérer une partie de chaleur à partir de la source froide, la transformer et la transférer à la source chaude pour la chauffer. Donc pour réaliser ce processus, toujours on a besoin de travail. Donc, puisqu'on va fournir de la chaleur, le système fournit QC à la source chaude, donc QC est négatif. Il a besoin du travail pour réaliser ce processus, donc le système absorbe du travail, donc le travail il est positif. On a besoin, il va récupérer ici une quantité de chaleur de la source froide, donc IF il est positif. Donc le principe est d'absorber de l'énergie thermique de l'extérieur pour le rejeter à l'intérieur de la maison. Il s'agit donc tout simplement d'un réfrigérateur ouvert sur l'extérieur et dont la grille arrière est placée dans la pièce à chauffer. Tout à l'heure, on parlait le cas des réfrigérateurs. Donc le réfrigérateur, vous avez l'intérieur, la grille, il est en dehors, ça veut dire, si vous regardez, il est derrière le réfrigérateur. Donc c'est là où il y a l'échange entre la source chaude, ça veut dire l'atmosphère, bien l'air ambiant, et le fluide, ça veut dire le fluide qui traverse le cycle. Donc maintenant, pour la pompe à chaleur, donc on a besoin de cette grille, il est dans la pièce à chauffer. Parce que normalement, c'est cette grille qui va chauffer la pièce. Donc on va céder de la chaleur à l'extérieur, ça veut dire on va chauffer la pièce. Donc si vous mettez votre main à côté de cette grille, vous allez sentir la chaleur. Parce qu'on évacue la chaleur de l'intérieur, par exemple, du réfrigérateur à l'extérieur du réfrigérateur. Donc c'est le principe de la source chaude. Donc pour calculer l'efficacité ici, ou bien vous trouvez des fois pas l'efficacité pour la pompe à chaleur, on trouve j'ai oublié son nom, le coefficient de performance, COP. Donc soit vous trouvez COP ou bien l'efficacité, c'est toujours les mêmes principes, ou bien le rendement. Le rendement, on a dit il est inférieur à 1, mais c'est les mêmes principes que le rendement, ça veut dire c'est le rapport de tout ce qu'on veut sur tout ce qu'on paye. Ici ce qu'on veut, c'est chauffer la source chaude. Donc pour chauffer la source chaude, on va lui céder de la chaleur. Donc le système va lui céder QC ici. Donc QC il est négatif. Donc c'est QC sur ce qu'on paye. On paye ici le travail. Pour réaliser ce processus, on a besoin de travail. Donc l'efficacité est égale QC sur W. Et on a juste un signe moins ici parce que QC, on a dit, il est négatif. Et l'efficacité, il est toujours positif. L'efficacité est aussi séparée à 1. Donc en appliquant le premier principe toujours, on ne peut inquiéter que le travail est également à la chaleur. Finalement, vous trouvez ça aussi. Maintenant, on va voir la machine de Carnot. C'est quoi un cycle de Carnot? Tout simplement, c'est un cycle qui désigne une transformation cyclique et réversible. Donc, au cours de laquelle il va changer de la chaleur avec deux sources de chaleur aux températures différentes, T1 et T2. Donc, ce cycle est composé de deux isothermes, comme ici, et de deux transformations adiabatiques. Donc, si vous entendez cycle de Carnot, ça veut dire que vous avez forcément deux isothermes et deux adiabatiques, ou bien isotropiques. Mais sans contact avec les sources. Ça veut dire, si vous voyez ici, entre les sources T2 et T1, il n'y a pas de contact. Parce que entre chaque transformation, vous avez une transformation isotropique. Ça veut dire on va isoler les systèmes. Ici, on va isoler le système. On va passer de B à C. Mais avant ça, on va isoler d'abord le système. Ici, pour passer de D à A, on va d'abord isoler le système. Puis, on met en contact le système avec la source chaude. Donc, une machine de Carnot fonctionne avec des cycles réversibles d'itermes. Donc, normalement toujours un cycle réversible, composé de deux isothermes et de deux isotropiques. Il assure le rendement maximal d'un moteur en contact avec des sources. Donc ça veut dire qu'on veut calculer le moteur réel. Toujours on vous dit de comparer le rendement avec le moteur, avec le rendement maximal, ou bien le rendement de Carnot. Donc le rendement de Carnot, il donne le rendement maximal qu'une machine peut l'avoir. Il ne peut pas le dépasser. Donc le cycle de Carnot, c'est le rendement, il donne le rendement maximal. Donc c'est la machine idéale. Donc toujours le rendement réel, ça veut dire qu'il est toujours inférieur à le rendement de Carnot.
Maintenant, c'est quoi la stratégie? Donc la stratégie de Carnot consiste à utiliser une source froide et une source chaude. Et essayer de produire du travail grâce à la différence de température. C'est-à-dire vous avez ici T1, vous avez ici T2. T1 c'est la température de la source chaude, T2 c'est la température de la source froide. Donc par exemple, si on prend un gaz, par exemple comme ici, enfermé dans un cylindre dont on veut pousser, donc on peut pousser une des parois grâce à un piston mobile. Donc c'est ça le piston mobile, on va le pousser ou bien le repousser. Donc finalement, on va donc par exemple chauffer ce gaz, ce qui poussera le piston, dont on récupère le travail, puis de refroidir les gaz pour compresser et recommencer. Donc dans ce précis, il faut à tout prix donc éviter en contact deux corps de température différentes. C'est pour ça qu'on a aussi une transformation, on a dit tout à l'heure, isentropique. Donc ici, ce qu'on fait, c'est on va prendre le gaz chaud. Ici, on est en point C. On va prendre le gaz chaud et le mettre en contact avec la source froide ici, en laissant le piston libre jusqu'à ce que le gaz atteigne la température très froide. Donc là, on a le cas ici. Vous avez le système, donc ici c'est l'air, il est en contact avec la source. Ici, normalement, le piston va pousser le gaz. Il va pousser le gaz. Normalement, là, on est en compression isotherme. Isotherme parce que le système il est en contact avec la température ne change pas. Donc le volume du gaz va résister librement en son comprimant. Ça veut dire là, on a dit on a une compression isotherme entre C et D. Donc à D, ce qu'on fait, c'est on va isoler le système. Donc puis on va appuyer sur le piston. On va appuyer ici sur le piston jusqu'à ce que la température du gaz ici, par exemple, soit égale à la température de la source chaude. Donc par exemple ici, on a une compression isentropique. Si on a une compression isentropique, ça veut dire si on compresse ici, la température va forcément augmenter. Donc là, on va c'est-à-dire pousser le piston jusqu'à ce que la température soit égale à la source chaude ici, la température de la source chaude. Donc là, on arrive au point A. Donc là, on avait au début une compression isotherme, puis on avait réalisé une compression isotropique, ça veut dire compression adiabatique, pardon. Donc dans la compression adiabatique, la température augmente. Puis, dans A, on va mettre le système en contact avec la source chaude ici. Donc la source chaude, vous avez le système. Donc la température ici sera égale à la source chaude. Puisque la température de la source chaude ne change pas, donc la température du système ici ne change pas. Donc par contre, le gaz va se détendre et pousser les pistons vers la droite. Donc là, on aura une détente isotherme. Une détente isotherme parce que on aura une détente d'abord parce que le gaz ici va pousser le piston à droite, mais isotherme parce que la température ici est égale à la température de la source chaude. Puis à B, pour revenir au cycle, on va vers quoi? On va isoler une autre fois le système, mais cette fois, on va tirer le piston vers la droite jusqu'à ce que la température du gaz, ou bien du système, ou bien de l'air, si vous voulez, du gaz, soit égale à la température T froid. Ici, dans la transformation BC. Donc ici, vous avez une détente isentropique. Donc c'est ça l'idée que Carnot a imaginée pour une machine idéale. Donc là, il met en pratique un système qui évite d'entrer en contact entre deux sources de température différentes. C'est-à-dire là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de contact entre la source froide ici et la source chaude. Maintenant, on avait déjà vu donc, le diagramme de Clapeyron, donc la pression fonction du volume. Donc ici, ce qu'on veut savoir dans ce cycle, donc ce cycle peut être soit moteur, soit résistant. Donc l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, c'était un exemple moteur, parce que on a le sens, si vous vous rappelez bien, le sens de parcours était dans le sens horaire de parcours. Donc on est parti de C à D, donc compression isotherme, compression adiabatique, détente isotherme et détente isentropique. Maintenant, si on veut un cycle récepteur, donc il faut que le sens soit dans le sens trigonométrique. Donc on peut faire par exemple une compression isentropique ou bien compression adiabatique, puis on va faire une compression isotherme, détente isentropique ou bien adiabatique, puis détente isotherme. Là, on aura un récepteur. Donc, pour avoir, ou bien, si vous voyez ici, ça c'est le diagramme entropique, ça veut dire c'est la température en fonction du volume. Donc le cycle de Carnot, il est constitué de quoi? De deux isothermes et deux isentropiques. On connaît bien que isotherme, ça veut dire la température, elle est constante, ça veut dire ici, on a une droite horizontale qui est égale à TF, donc la température ne change pas ici. Entre C et D par exemple. Entre A et B, on a la température est égale à la température du corps chaud, ça veut dire ici la température, ici elle ne change pas, c'est TC. Mais est-ce qu'on va partir à droite ou à gauche? Bon, on verra ça. Donc par exemple, si on prend le point C. Le point C, on va aller où? Est-ce qu'on va aller à droite
on va aller à gauche. Donc si on prend ds pour un cycle réversible, là, comment dire, la variation d'entropie est égale à delta Q sur T. Et si on développe delta Q, on a vu ça dans le cours, il y a un cours concernant la chaleur, c'est delta Q est égal CV fois dt plus HdP. Pour un gaz parfait, H est égal P. Donc est égal moins le travail, si vous voulez. Finalement, comment dire, on peut arriver à cette relation. Pour un isotherme, on peut dire que l'entropie est égale N fois R fois log V plus une constante. Ça, je l'ai mis ça sur un exercice de TD, on verra ça sur le TD. Donc S est égal à ça, pour un isotherme seulement. Donc ici, entre C et D, on a fait quoi? On a fait une compression. Vous voyez ici le volume VC et le volume VD, il est ici. Donc VC, il est supérieur à VD. Finalement, là, on a diminué le volume. Puisqu'on diminue le volume, ça veut dire l'entropie ici a diminué. Donc forcément, C il va aller à gauche, pas à droite. Si on va à droite, l'entropie augmente. Par contre, ici, si elle va à gauche, ici l'entropie a diminué. Donc CS, ou bien l'entropie à l'état C, il est inférieur à l'entropie à l'état A. Il est supérieur, pardon, à l'entropie à l'état A. Mais ça veut dire que l'entropie a diminué. Ou bien à l'état D ici, CD. Donc ici, au point D, on a quoi? Une transformation entropique entre D et A. Comment dire, une compression isotropique. Qui dit isotropique, ça veut dire que la variation d'entropie est nulle. Ça veut dire que l'entropie est constante. Ça veut dire que l'entropie de D est égale à l'entropie, oui, l'entropie de D est égale à l'entropie à l'état A. C'est ce qui est ici, l'entropie de l'état D est égale à l'entropie à l'état A. Mais maintenant, toujours le problème, est-ce qu'on va en haut, est-ce qu'on va en bas? Donc ici, on a, ici, normalement, ce qu'on a fait, on a fait une compression. Si on fait une compression, ça veut dire que la température augmente. Donc, puisque la température augmente, forcément ici, la flèche il va être en haut. Il va partir de D vers A, mais en haut. À partir de l'état A, on applique les mêmes formules. Il y a isotherme. Donc, on a S est égal à NR log V. Log V, donc là, le volume va augmenter. Forcément, l'entropie va augmenter. Donc, l'entropie à l'état B, elle est supérieure à l'entropie à l'état A. Et puis, vous avez ici isentropique, ça veut dire que l'entropie il est constante. Ça veut dire de B à C. On a la température, il diminue parce que là on a une détente isentropique. Là on avait une compression, donc la température augmente. Là on a une détente isentropique, ça veut dire que la température diminue. Donc forcément la flèche, ou bien forcément on va passer de B vers C comme ça. Maintenant, pour savoir le théorème des Carnot, donc c'est le rendement d'un moteur réversible est supérieur, donc le rendement d'un moteur réversible est toujours supérieur au rendement d'un moteur irréversible fonctionnant entre les deux mêmes sources de chaleur. Ça veut dire ce rendement maximum dépend uniquement de la température de la source chaude et de la température de la source froide. Pour démontrer ça, donc on a le rendement moteur, on a vu tout à l'heure, c'est toujours ce qu'on veut, tout ce qu'on paye, donc on veut du travail et on va récupérer de la quantité de chaleur à la source chaude. On a ajouté un moins parce que le travail est négatif, mais est égal aussi à 1 plus QF sur QC. Mais en appliquant le deuxième principe, on obtient l'égalité, parce que c'est un travail, c'est un moteur réversible. Donc on obtient l'égalité de Clausius. Finalement, QF sur QC est égal à moins TF sur TC, donc on remplace ça ici. On obtient que le rendement de Carnot, et c'est le rendement maximal, c'est le rendement d'une machine réversible, qui est 1 moins TF sur TC. Donc vous voyez ici que le rendement il dépend uniquement de la température de la source froide et de la température de la source chaude. Maintenant, si on trace par exemple une courbe avec une différence de température entre la température froide et la température chaude, 30 degrés, par exemple, si la différence de température entre la source froide TF et la source chaude TC est 30 degrés, donc delta T est égal à 30, il faut mieux fonctionner, par exemple, dans les basses températures qu'en dans les hautes, ça veut dire qu'avec les hautes températures. Par exemple, ici, vous avez TF en fonction du rendement. Donc on a présenté TF en fonction du rendement. Vous voyez ici, si à TF, par exemple, à 300 Kelvin, à peu près, bon, on va dire 25-27 degrés, vous voyez que le rendement est égal à peu près 0,7%, bien 0,01 ici. C'est bon. Mais après, si TF est égal à 180 Kelvin, ça veut dire que TC est égal à peu près à 180 plus 30, donc c'est 210. Vous voyez ici que le rendement est égal à 0,13, donc le rendement a augmenté. Si on diminue la température, si on travaille avec des températures très basses, on a encore le rendement qui va augmenter. Donc c'est mieux de travailler sur moins 40, à moins 10, quand 0,30. Donc ça c'est pour voir c'est quoi l'influence de la température sur le rendement. Donc maintenant pour un rendement, ou bien par un moteur qui fonctionne avec des cycles irréversibles, toujours le rendement est égal toujours à ce qu'on veut, tout ce qu'on paye, donc avec le signe moins. On a dit que le travail est négatif, donc il est égal à 1 plus QF irréversible, c'est qui c'est irréversible. En appliquant le deuxième
principe de la thermodynamique, on arrive à l'inégalité maintenant de Clausius. Donc on peut écrire ça et on peut conclure que le rendement d'un moteur irréversible, il est toujours inférieur à le rendement d'une matière réversible, ça veut dire le moteur de Carnot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine réelle, ou bien les moteurs réels, sont toujours à un rendement inférieur au rendement de Carnot. Le rendement de Carnot est égal à 1 moins TF sur TC. Et les rendements réels sont toujours inférieurs. Maintenant, concernant le rendement d'une machine thermique de Carnot, ça veut dire soit le réfrigérateur, ou bien machine frigorifique, ou bien les pompes à chaleur. Donc ils ont le même principe. Le même principe, vous avez ici le schéma principe des deux. Donc si vous avez une pompe à chaleur, une machine frigorifique, ils ont besoin de pomper de la chaleur de la source froide et transformer de la chaleur à la source chaude. Donc pour le frigorifique, l'objectif c'est refroidir cette source. Pour la pompe à chaleur, l'objectif c'est chauffer cette source. Mais le principe reste le même. Donc pour réaliser ce processus, les deux ont besoin d'un travail. Maintenant, machine frigorifique, ça veut dire qu'ils pompent de la chaleur d'un corps et la transmettent à un autre corps grâce à un compresseur ou un détenteur qui permettent cette opération. Donc ici, on va récupérer de la chaleur QF, transformer à l'air ambiant. Donc on a dit la source chaude, c'est l'air ambiant tout à l'heure. Donc pour faire ça, on a besoin du travail. Donc l'efficacité est donnée par QF sur W. Donc ça c'est positif, ça c'est positif. On n'a pas besoin d'ajouter un signe moins. Donc en appliquant le théorème de Carnot ici, en appliquant l'égalité, ou bien le premier principe et le deuxième principe pour avoir l'égalité des Clausius, on obtient que l'efficacité maximum est égale TF sur TC moins TF. Donc ça c'est l'efficacité maximale d'une machine frigorifique. C'est-à-dire on ne peut jamais dépasser cette efficacité. C'est l'efficacité maximale qu'une machine peut avoir. C'est-à-dire qu'il fonctionne à une température entre la température TF et TC bien évidemment. Donc pour les pompes à chaleur, l'objectif maintenant c'est chauffer la source chaude. Donc la même chose, c'est le même principe. Cette machine utilise le travail du milieu extérieur pour chauffer une chambre qui joue le rôle de la source chaude. Donc ici la source chaude c'est la chambre par exemple, ou bien c'est la pièce de la maison. La source froide ici dans ce cas c'est l'atmosphère. C'est le contraire de tout à l'heure mais le principe reste le même. Donc il est caractérisé par une grandeur appelée coefficient de performance. Donc là, deux fois, dans le moment de la pompe à chaleur, soit vous utilisez l'efficacité, ou deux fois on utilise aussi les COP, ça veut dire les coefficients de performance. C'est le même principe, c'est la même idée. C'est la même idée, c'est-à-dire toujours ce qu'on veut, c'est ce qu'on paye. Ici, moins qui sait, c'est W, donc le moins, ici vous savez que ce qui sait, c'est négatif. Donc c'est un processus irréversible de Carnot. Donc l'efficacité maximale, ou bien le COP maximal est égal à TC sur TC moins TF. Donc TC c'est la température de la corps chaude. Donc il faut savoir ces relations, c'est-à-dire il faut savoir les différentes relations qu'on a vues, les différents rendements, savoir comment on les a obtenus. Donc c'est ce qui est nécessaire ici pour comparer par les machines, ça veut dire dans le cycle réel, qui sont expliqués, bien exprimés dans le cours. Par exemple, ici j'ai mis un résumé tout ce qu'on a vu sur le rendement. Donc par exemple pour une machine d'iterme, donc la machine va fournir du travail, donc le travail est négatif, et va absorber de la chaleur de la source chaude, donc c'est QC est positif, et céder de la chaleur à la source froide, donc IF est négatif. Donc la grandeur valorisable, ça veut dire ce qu'on veut, c'est le travail. On a ajouté aussi une moins ici parce qu'on a dit que le travail est négatif. La grandeur coûteuse ici c'est QC, donc on a besoin d'extraire la chaleur pour avoir du travail. Maintenant l'efficacité c'est moins W, c'est QC. Donc l'efficacité est positive. Donc ici l'efficacité c'est pour tout type de machine, ça veut dire réversible ou pas. Maintenant, l'efficacité réversible de Carnot, c'est qui est 1 moins TF sur TC, ce qu'on a démontré tout à l'heure. Pour le réfrigérateur, ça veut dire qu'il va pomper de la chaleur de la source froide, donc IF est égal à 0. Céder de la chaleur à la source chaude, donc IC est égal à 0. Pour faire ça, il a besoin du travail, donc il va recevoir du travail, donc le travail est positif. Donc la valeur valorisable, c'est QF. Donc ce qu'on veut, c'est refroidir, donc il faut pomper de la chaleur. Donc ce qui coûte, c'est le travail. Donc ça c'est l'efficacité, et ça c'est l'efficacité réversible de Carnot. Et on fait la même chose pour la pompe, bien pour la pompe thermique.